J'étais catastrophique comme C'est élève. vrai? Ah oui, je m'ennuyais beaucoup à l'école. On commence à faire du théâtre parce qu'on a quelque chose à dire. Je t'ai pas dit, il faut un vrai métier. Ouf, Hmm. cette question du vrai métier. Je ne me suis pas laissé le choix. Je me suis dit, tu vas faire théâtre et non seulement tu vas le faire, mais tu vas réussir. T'as dit d'être schizophrène, parce qu'il y a un côté, je dois être un mec, ah oui c'est vrai, je dois faire ça. Je suis avec une nana, ok, je dois C'est être comme ça. T'as des machos. Il y a beaucoup de connards aussi. Et Et donc toi, tu utilises aussi le théâtre pour essayer de déconstruire auprès d'associations, d'entreprises. j'interviens avec un module purement théâtral pour commencer à libérer un petit peu la parole. Les chiffres au Maroc font vraiment peur. Il y a beaucoup de femmes et de jeunes femmes qui n'ont pas accès aux serviettes hygiéniques. Il y a beaucoup de filles qui quittent l'école carrément parce qu'elles subissent beaucoup d'harcèlement. On est sur le podcast Tu fais quoi toi? On est ravis d'accueillir Ahmed. J'espère que je le prononce bien d'ailleurs. Oui, tu le prononces parfaitement Ok. bien. Et qui est acteur, comédien, écrivain. Plusieurs casquettes. Et voilà, on est ravis de t'avoir avec nous en tout cas. Eh ben, merci beaucoup pour l'invitation. Moi, je suis ravi. Je suis content aussi d'être votre premier invité dans ce podcast, je pense. En tout cas, vous avez intérêt. Et donc on avait envie de t'inviter toi aussi parce que tu es un artiste qui travaille sur plein de sujets différents, un artiste très engagé qui a à la fois des disciplines différentes dont tu vas pouvoir nous parler et aussi des thématiques traitées qui sont très qui ont un impact pour les gens et tu le fais dans des cadres très différents. Donc ça va être c'est la raison pour laquelle on voulait t'accueillir aujourd'hui. Et peut-être que tu peux commencer par nous parler du théâtre. Pourquoi est-ce que tu as fait du théâtre et quel est ton rôle? Pourquoi j'ai fait du théâtre, c'était à la base une envie de m'exprimer en fait. Ça commence souvent par ça. On commence à faire du théâtre parce qu'on a quelque chose à dire, parce qu'on a envie de prendre une place dans laquelle on se sentira un peu plus naturel. Et c'est ce qui m'a poussé à aller découvrir l'improvisation théâtrale, puis le théâtre par la suite. Et au début, j'ai commencé à l'école. J'étais un élève très turbulent, j'étais pas très discipliné. Et la classe était déjà mon théâtre. Et les profs souffraient beaucoup. Et les pauvres, du coup, à un moment... J'aurais pas imaginé ça de toi. Ah ben oui, j'étais catastrophique comme C'est élève. vrai? Ah oui, je m'ennuyais beaucoup à l'école. Donc Ok. je faisais tout sauf étudier. Donc je faisais n'importe quoi. Sauf qu'à un moment, l'école, c'est fini. Le lycée, tu as ton bac. À un moment, tu passes à autre chose où c'est moins rigolo parce que les gens sont plus grands et ils veulent vraiment étudier cette fois. Donc, ils veulent avoir des Tu diplômes. peux plus les détourner. Et du coup, voilà, tu peux plus les détourner. Donc, j'avais besoin d'autre chose, en fait. Et j'ai rencontré le théâtre par hasard et j'ai commencé à en faire et depuis, j'ai jamais arrêté. Au début, c'était une pratique purement, j'étais amateur, complètement amateur. J'y allais pour m'amuser et à un moment, je me suis retrouvé professionnel. J'ai pris goût et j'ai commencé à écrire des textes, à jouer des textes, jouer des rôles et j'ai jamais arrêté. Parce que si t'es pas dit, il faut un vrai métier. Ouf, cette question du vrai métier. Mais c'est un concept très marocain, j'allais dire, mais non, en fait, c'est la même chose partout. L'archétype des parents et de la société est le même partout. On peut comprendre aussi, hein, quand t'es un papa ou une maman, t'as pas envie que tes enfants souffrent et du coup, on te pousse à un modèle de réussite qui est déjà préétabli et, et ça veut dire que tu dois être salarié, tu dois faire des études assez classiques pour accéder à une entreprise et voilà et évoluer dedans. Comme ça, tout le monde est rassuré. Sauf que bon, moi, à un moment, j'ai fait ça aussi. Hein. J'ai pas fait que théâtre dès le départ. Au contraire, même, j'ai eu mon bac, j'ai fait des études de gestion, puis après de logistique, j'ai eu mon master, j'ai travaillé. Ouais, donc quand même. Mais tu m'as dit, Donc, t'as tout envoyé bouler, non? Oui, j'ai tout envoyé bouler. À un moment, c'était comme une évidence qui s'est présentée devant moi. C'était un besoin et j'ai fermé toutes ces portes-là en fait de cette ancienne vie qui n'existe plus, mais qui était nécessaire en fait. Il fallait vraiment que je passe par là
pour que je puisse comprendre que, qu'en fait, c'est pas moi et c'est pas mon monde et je ne pourrai jamais survivre dans ce monde-là. Ah oui, c'était carrément une question de survie pour moi On peut sentir bien mais parce que je souffrais. Très sincèrement, je souffrais. Je me réveillais chaque matin, je travaillais, il n'y avait aucun sens. Le monde professionnel, de l'entreprise ne me convenait pas. Il y avait des rapports de force dans lesquels je ne me retrouvais pas. J'ai un problème de toute façon avec la force, le pouvoir, la hiérarchie. J'ai un vrai problème par rapport à ça. Donc à un moment, c'était vraiment une question de survie. J'ai tout envoyé bouler. Et je ne me suis pas laissé le choix. Je me suis dit, tu vas faire théâtre et non seulement tu vas le faire, mais tu vas réussir parce que t'as pas d'autre choix. Et du coup, t'en vis. Du coup, c'est un challenge au Maroc? Très sincèrement, c'est un grand challenge partout. C'est vrai qu'on parle beaucoup du Maroc parce qu'on est au Maroc, parce qu'on pratique au Maroc, mais en vrai, je vais même vous surprendre en fait. Moi, je pense que c'est moins compliqué. Je dirais pas plus facile. La facilité n'existe pas, mais c'est moins compliqué pour moi en tout cas. Comment je vois les choses, de réussir ici que de réussir ailleurs, en France par exemple. Parce que je connais très bien les deux contextes. Je connais aussi la France, je connais le contexte théâtral en France. J'ai plein d'amis qui exercent là-bas, j'ai exercé un peu là-bas aussi, donc je sais ce que c'est. En France, tout est fait et refait. Tout est fait et refait, le milieu est un peu saturé, il y a tellement de personnes talentueuses en plus, et c'est très difficile de trouver ta place. Le théâtre ou l'art en général au Maroc, il se développe encore. On a encore beaucoup de choses à réaliser. Donc le pays est encore vierge. Il y a tout à faire, il y a tout à réaliser. Donc si tu sais un petit peu par où il faut commencer, si tu commences à identifier les portes qu'il faut enfoncer, il y a moyen de trouver sa place. Le contexte après la différence, c'est que le contexte ici est beaucoup plus précaire. Il n'y a pas de statut d'intermittent, c'est compliqué, il y a pas d'aide, il y a même que des contraintes en fait. Les gens qui t'aident sont très très rares. C'est difficile, c'est très difficile de faire. Mais tu peux quand même faire et avoir du monde et remplir des salles. Vous l'avez vu il y a 2 jours, on a joué notre spectacle, il y a eu quand même du monde et voilà, ça a marché. Et je vais faire ça à la marocaine, hein, j'ai pas. T'inquiète. Ouais, je vais en mettre partout, je vais éviter. Dommage. Merci. Ça sent bon. Mais en fait, faut aussi être une vraie personnalité, non, un peu différente pour pouvoir prendre ce chemin. Parce que au Maroc, on pourrait reprocher le côté créatif. On voit moins d'artistes aussi qu'en France. Mais comment est-ce qu'on fait pour sortir du moule tout en inspirant les autres? C'est pas évident. Ah, c'est pas évident. La vérité, ce n'est pas évident parce que, en fait, tout commence par la tradition, en fait. Il n'y a pas de réelle tradition théâtrale, mais comme on entend le théâtre dans le monde occidental. Le théâtre en France a des centaines et des centaines d'années, en fait. Il existe depuis toujours, depuis presque toujours. Au Maroc, ça prenait d'autres formes. Nous, on a une tradition très basée sur l'oralité. Ça se pratiquait, des formes qui ressemblaient au théâtre, la halqa par exemple, comme on peut en voir encore à Marrakech, voilà, à Jemaa el-Fna, mais ce n'est pas vraiment le théâtre avec sa définition moderne, occidentale. Donc ce passage de cette tradition vers cette expression théâtrale comme on le fait aujourd'hui, ça a pris du temps et ça prend encore du temps. Donc pour aller ramener du public au théâtre, il y a encore beaucoup de travail à faire parce que ce n'est pas un réflexe qui est naturel comme on peut en trouver en Angleterre ou en France ou aux États-Unis. Le théâtre ne fait pas encore partie du quotidien des gens. Ce n'est pas quelque chose qu'ils estiment être nécessaire, pas comme le foot par exemple. Ça fait partie de notre identité en fait. Et le théâtre, on n'a pas encore. Le théâtre, le cinéma, c'est quelque chose avec laquelle on s'adapte encore. On essaye de dégager du temps pour pouvoir aller voir des pièces ou des films. Mais ce n'est pas encore naturel. Et c'est vrai que ça, j'étais très surprise quand je suis arrivée au Maroc parce qu'il y avait très peu de salles de cinéma. Oui. Elles étaient vides. Il y avait peu de programmation. Alors là, en quelques années, ça a énormément changé. Exactement.
Mais sur le moment, je me rappelle, enfin maintenant ça ouvre partout dans tous les malls, mais il n'y avait pas du tout de film. Exactement, en fait. Donc ouais, non, ça, c'est vrai que ça fait une sacrée différence. Mais du coup, il y a des choses qui bougent, parce que moi, en tout cas, quand je suis arrivé il y a 7 ans, et maintenant où il y a des cinémas partout, Non, il y a beaucoup plus de spectacles, on sent exactement, qu'il y a un engouement. alors sur le cinéma, il y a beaucoup de choses qui bougent parce que c'était un grand chantier du ministre actuel, en fait. C'est, très sincèrement, enfin, avec son équipe, ils font un travail extraordinaire sur l'ouverture des salles de cinéma. Il y a un nombre assez conséquent de salles de cinéma qui ont été ouvertes, mais partout dans le royaume, en fait. Pas que dans les grandes villes. Il y a même beaucoup de maisons de jeunes qui ont été retapées pour créer des petites salles de projection. Donc maintenant, et dans 2 ans, 3 ans au maximum, bah, en fait, presque toutes les villes auront des salles de cinéma, grandes, moyennes ou petites, dans lesquelles les films peuvent tourner, parce que ça, c'est un problème aussi de la production au Maroc. Parce que tu fais ton film, déjà, c'est une galère. C'est un cauchemar de réaliser un film au Maroc parce que c'est compliqué d'avoir les subventions, c'est très difficile. Et quand tu le réalises, les salles ne veulent pas te programmer. Et quand ils te programment, eh ben, ton film, il reste quoi, une semaine à tout casser. Parce qu'ils veulent quoi, des grands films américains. Voilà, des grands films américains ou des grandes comédies marocaines, mais c'est vraiment des films, c'est un découpage de sketch qui marche, hein, qui remplissent des salles, et on a aussi besoin de ce genre de film parce que ça rameute les gens encore, ça les ramène vers les salles. Et le problème, c'est que quand tu fais des films qui cartonnent, par exemple, dans les grands festivals, je sais pas, je pense au film de Sophia Alaoui, Animalia, qui a gagné quand même un César, je pense, ouais, un César et un prix du jury au Sundance, c'est pas rien. Mais il vient au Maroc, il reste une semaine, quoi. Pas tout casser. T'as les meutes qui gagnent un prix à Cannes et que je n'ai même pas vu d'ailleurs en salle. Et du coup c'est compliqué en fait de faire pire. Mais bon, pour le cinéma, il y a quand même des choses qui se font. Pour le théâtre, pas assez. Pour le théâtre, c'est complètement différent. C'est même catastrophique. Oui, c'est catastrophique parce qu'il y a un système de subvention qui existe depuis très longtemps. Mais c'est un système qui ne tourne pas rond pour moi. C'est un système qui nourrit la dépendance, qui préserve la précarité et qui crée des éternels assistés. C'est-à-dire que les artistes qui pratiquent le théâtre au Maroc, eh ben, c'est des artistes qui ont pris l'habitude de ne rien faire et de soumettre aux subventions quand ils l'ont. Après, t'as deux clans. T'as le clan de ceux qui ne l'ont pas eu, qui deviennent très rapidement aigris et qui commencent à taper sur ceux qui l'ont eu. Et ceux qui l'ont eu, qui se font très discrets du coup, et qui font leur pièce. Mais je ne vais même pas parler du contenu de ce qui. Oui, parce qu'il y a des techniques pour les avoir. Ou... Non, c'est assez. La vérité, c'est assez. J'ai en tout cas l'impression. Moi, je n'ai jamais soumis, je ne mettrai jamais assez de subventions. Elle ne m'intéresse pas. Mais non, c'est pas par rébellion, mais parce que je critique ce système. Pour moi, il préserve la précarité du théâtre, parce que quand tu prends cette subvention, ça fait partie du cahier de charge, c'est que tu fais des spectacles gratuits. Parce que toi, tu t'en fous, tu n'es pas rentable, tu t'en fous de la rentabilité de ton spectacle parce que tu l'as déjà vendu au système, enfin au ministère de la Culture. Donc tu fais l'entrée gratuite, donc la salle est pleine et tout le monde est content. Mais ouais les gars, l'art gratuit à long terme, de qualité, du coup, c'est ça. De la rentabilité. Exactement. Et de qualité ou pas de qualité, quand ta culture est gratuite, et ben en fait ça banalise le travail qui a été fait. Ça enlève la valeur. Ça enlève la valeur. Ça enlève la valeur. Moi, il y a quelque chose de très sympa qui a été fait ces derniers mois dans le cinéma, par exemple. Ils ont ouvert la cinémathèque de Rabat. Enfin, on avait besoin d'une cinémathèque à Rabat. Et ils ont repris toute la programmation ou une partie de la programmation des films qui étaient en sélection au Festival de Marrakech. Et les salles étaient presque pleines, pas dans tous les films, mais j'ai vu quelques films, c'était plus ou moins rempli. Et la nouveauté, c'est qu'il y avait beaucoup de jeunes, pour une fois, pour voir des films d'auteur. Et c'est incroyable, et parce que le ticket, il était à 20 dirhams. Et les jeunes peuvent payer 20 dirhams. Donc ça, c'est une bonne initiative. Mais
moi, j'ai pas de problème à ce que le ticket soit un prix très très bas. C'est bien, ça démocratise l'accès au théâtre et au fur et à mesure, on peut augmenter et on peut avoir des spectacles à 20 ou des spectacles à 100 ou on peut avoir les deux pour le même spectacle. Des jeunes, des étudiants qui payent 20 et des adultes qui payent 100 parce qu'ils ont les moyens. Mais faire des spectacles gratuitement, ça tue, mais ça déglingue la production artistique parce que on est sur des modèles, pardon, moi je parle de mon cas, on est sur des modèles d'autoproduction, donc on met vraiment notre argent tout en sachant qu'on sera pas rentable en fait. Notre objectif c'est juste de gagner un minimum pour payer les professionnels qui bossent sur le spectacle, genre les régisseurs, son, lumière, toutes les personnes avec qui on collabore, dont c'est le métier, parce qu'on va pas leur demander d'être bénévoles, et toutes les personnes bénévoles, par exemple, sur les projets, ils sont pas payés. Donc c'est très compliqué de créer de la richesse dans la culture avec ce système-là. C'est difficile. Est-ce que tu peux nous parler de ton style théâtral et des pièces de théâtre que tu as... Alors, en 2021, je sais pas si j'ai un style, mais en 2021, j'ai créé un collectif qui s'appelle le collectif Racif, et dans lequel je ne suis pas seul. Il y a d'autres personnes avec qui je crée, je travaille. Par exemple, la pièce que vous avez vue il y a 2 jours, elle a été... D'ailleurs, c'est la première pièce de théâtre du collectif dans laquelle je n'interviens pas, ni dans l'écriture, ni dans la mise en scène, ni dans le jeu, puisqu'il y avait que des femmes sur scène. La metteuse en scène, Mariam Bigdeli, c'est une de mes meilleures amies pendant la vie, donc c'est une amie très proche, avec qui on a beaucoup créé et avec qui on travaille sur tous les spectacles de Racif. Donc dès que j'ai créé le collectif, elle a très rapidement rejoint ce collectif-là et on a commencé à collaborer ensemble. Et vous êtes combien sur Et ce on est collectif? alors le collectif, c'est le concept de Racif, c'est que ce n'est pas une troupe déjà à la base. Moi, j'ai déjà été dans des troupes avant, et pour moi, le concept de troupe dans le théâtre ou dans l'art en général, je pense que c'est un concept qui est un peu dépassé. Je ne peux pas avoir les mêmes personnes et créer pour et avec les mêmes personnes tout le temps. Donc là, on a un noyau qui est constitué d'une partie artistique et d'une partie technique. Donc dans la partie artistique, il y a Mariam et moi, et dans la partie technique, il y a Abdelrahman qui est régisseur lumière et son, et il y a Jean-Philippe qui est le directeur technique du collectif. Voilà. Donc on est 4 dans le noyau, et après il y a d'autres artistes qui interviennent, qui traversent un peu le collectif selon les besoins des projets. Voilà, on a besoin, par exemple, pour ce spectacle, il y avait 4 comédiennes. Elles ont joué dans ce spectacle, mais pour le prochain, on ne sait pas si elles seront là ou pas. Comme ça garde cette espèce de fraîcheur, de créativité sans être forcé de créer toujours pour les mêmes personnes. Et puis très sincèrement, parce que j'en avais marre de gérer l'humain aussi. Donc, quand t'as les mêmes, t'as les mêmes égos à gérer. Et les personnes qui prennent beaucoup de place dans la vie, elles veulent aussi prendre beaucoup de place sur scène. Et non. Et c'est quoi l'objectif de ce collectif? Alors, l'objectif de ce collectif, c'est de créer des spectacles, créer du théâtre expérimental. Donc, on mélange beaucoup les arts, par exemple. On mélange le théâtre avec le cirque, avec le masque, avec beaucoup de musique. Il y a le cinéma un peu là. Il y avait des scènes un peu cinématographiques. D'ailleurs dans ce que tu avais fait, mais il y avait des moments de noir avec certains sons, ça nous plonge dans des ambiances. C'est ça. Il y a de la résonance. En fait, ça appelle à plus de sens. Moi, c'est vrai quand je pense théâtre, j'imagine une troupe sur scène. Ouais, c'est le texte, le décor, ça fit. Alors que là, on était des moments dans le noir, donc on n'a plus de repères, et il y a tous ces sons, ces bruits qui nous ramènent à d'autres émotions. C'est un peu notre patte, la vérité. On est souvent sur des décors très minimalistes, très simples et plus dans la symbolique. Mais ce qu'on fait souvent, c'est de créer des ambiances sonores. Le moment de ce spectacle qui s'appelle "Il faut bien montrer le son", c'est ce moment sonore a été créé par un artiste incroyable qui s'appelle Reda Znibar, qui est ingénieur son, je pense. Il crée beaucoup d'ambiances sonores. Il fait des podcasts aussi.
et il bosse aussi pour le cinéma. Donc il crée de la musique et des ambiances sonores pour des films. Et c'est lui qui a créé ce moment-là. Après, il y a toute la création lumière qui accompagne nos spectacles, et c'est carrément un personnage à part. Moi, j'ai envie de dire la lumière dans nos spectacles. Ça prend beaucoup de place, et à la fois c'est très subtil. Donc c'est un peu notre touche. Après, sur le fond, Collectif Racif, on essaie d'aborder des sujets un peu plus engagés, qui nous touchent, nous personnellement. Ça a commencé avec Virus, son spectacle dans lequel on questionnait le rapport entre la mémoire et l'identité. Est-ce qu'on est les mêmes? Est-ce qu'on sera les mêmes si on perd tous la mémoire et si on devait recréer un monde? Qu'est-ce que ça donnerait? Ça, c'était le premier spectacle. Ça s'appelait Virus. Ça s'appelait Virus, oui. C'était après, juste après. C'est vrai, C'était oui, juste après. Il doit y avoir un lien Ouais. quand même. C'était juste alors après. vous êtes visionnaire. Non, oui, c'était juste après, parce qu'on a questionné en fait, je me suis posé une question: est-ce que le plus grand problème de l'être humain n'est pas la mémoire? Est-ce que ce fait c'est à la fois une bénédiction mais une malédiction, parce qu'on a l'impression qu'on oublie et qu'on refait toujours les mêmes erreurs. Et voilà, on fait des guerres, on commet des massacres, et quelques années après, on refait exactement la même chose, alors qu'on a tous souffert de ça. Et on refait, c'est toujours les mêmes erreurs, j'ai l'impression. Donc voilà, on questionnait ça à travers ce spectacle. Ensuite, on a fait L'aveuglement. Ça, c'était une adaptation théâtrale d'un livre qu'on aime beaucoup avec Mariam, d'un super écrivain qui s'appelle José Saramago, un prix Nobel portugais, incroyable, dans lequel il a imaginé, c'était une dystopie, il a imaginé que c'était en 92 ou 93, il a écrit ce livre, et il a imaginé une pandémie d'aveuglement, où toutes les personnes dans son pays, plus personne ne voit, ne voyait, et ni gouvernement, ni rien. Donc en fait, tout est à refaire, tout est à réinventer. Et dans les livres de Saramago, il y a toujours une femme. Dans tous ces récits, il y a toujours une femme qui a quelque chose que les autres n'ont pas. Et cette femme, elle voyait. Et elle accompagnait son mari aveugle, par amour, dans ce camp pas de détention, mais de confinement des premières personnes aveuglées par la pandémie. Voilà. Donc on l'a adapté sur scène. Ensuite, on a fait On est mal pour parler des masculinités toxiques. Et après, on a d'un fou l'adaptation de mon livre, et il faut montrer le sang. Le spectacle qui parle des nouvelles féminités, des injonctions que les femmes subissent dans les sociétés d'aujourd'hui. Donc c'est vraiment des thématiques qui nous touchent et qu'on trouve importantes et fondamentales, et qu'on essaie de ramener sur scène. Et ça, le genre, j'ai l'impression que c'est une thématique qui est très importante pour toi, que tu traites de plein de façons différentes. C'est même fondamental en fait. Le genre, pour moi, ça a toujours été présent. Je me rappelle même depuis que j'étais enfant. Après, je ne veux pas dire que je suis déconstruit, complètement déconstruit. Ça n'existe pas, la déconstruction complète et tout. J'ai aussi des phases, j'ai des couches que j'ai dû décrasser. C'est lié à mon éducation, c'est lié à l'école, c'est lié à tout ce qui m'entourait. Mais j'ai eu quand même la chance d'avoir une mère qui ma mère, c'est pas quelqu'un qui a lu des centaines de livres ou qui a fait des études universitaires incroyables et tout, mais elle a toujours eu quelque chose de précieux, et ça a toujours été présent moi dans mon éducation. C'est que depuis qu'on était gamin, ma mère elle a 3 garçons, j'ai pas de sœur, on est 3 garçons, et même quand on faisait une blague misogyne devant elle, je me rappelle, on était encore en primaire, tout petit, et elle nous recadrait d'une manière très forte en fait, et nous expliquait que les femmes n'étaient pas nos esclaves. Et je pense que elle c'est lié aussi à son enfance, parce que dans sa fratrie à elle, il y avait des garçons, donc il y avait ce déséquilibre, ces disparités entre les garçons, les filles, et du coup elle a beaucoup subi ça, et dans son éducation, elle a eu l'intelligence, elle a eu l'instinct de ne pas reproduire ce qui se passe dans d'autres familles, femmes ou hommes d'ailleurs, ils reproduisent les mêmes schémas avec leurs enfants. C'est comme ça d'ailleurs qu'on hérite la connerie de l'humanité depuis des siècles. Elle a eu l'instinct et l'intelligence de ne pas le refaire en fait avec eux.
Et du coup, malheur à toi si tu sors une réflexion misogyne devant elle, tu vas en prendre une directe. Oui, mais direct. tu l'as pris dans le bon sens. Mais Parce du que coup, t'aurais pu être en oui, c'est ça. rébellion, Du coup, être moi, à encore l'époque, plus masculiniste. exactement. Et ben moi, j'ai jamais été dans cette rébellion parce que il y a quelque chose aussi qui a toujours été naturel chez moi, qui était en moi depuis le départ, c'est que à l'école, je me suis toujours plus entendu avec les filles qu'avec les garçons. J'avais plein d'amis garçons. J'avais mes meilleurs amis, on jouait au foot tout le temps et tout. Je m'entendais super bien avec les deux. Mais j'ai toujours eu une sensibilité un peu plus développée avec les filles. Je discutais beaucoup plus avec elles, même quand on était gamin, primaire, souvent dans les écoles marocaines. Enfin, je donne encore des cours, donc je le vois encore. C'est souvent scindé en deux, il n'y a pas de lien entre les deux. Et moi, j'ai toujours essayé. Des fois, je me prenais des trucs dans la gueule, même des filles, hein, parce que elles aussi, elles étaient dans un schéma de non, non, on se mélange pas avec vous. Mais moi, j'ai toujours essayé d'aller vers elles, de discuter avec elles, parce que, je sais pas, moi, je les trouvais plus intelligentes. Je sais pas pourquoi. Est-ce qu'il y a pas une certaine sensibilité qui est plus autorisée chez les filles, qui l'est moins chez les garçons, et en fait dans ta sensibilité artistique, bah peut-être qu'en fait il y avait une connexion qui était peut-être plus évidente jeune qu'un garçon qui s'intéresse qu'au foot et qui Oui, la vérité, les sujets de discussion étaient très différents entre mecs et filles. Avec les garçons, oui, c'est vrai, quand on était plus jeune, on parlait de foot, on faisait que des conneries en plus, on parlait presque de rien en fait. En fait, avec les garçons, je parlais de rien. Je faisais des conneries. On planifiait ce qu'on allait faire à tel prof, à tel prof. C'est ça en fait, on planifiait. Moi, j'ai passé Planifie tes conneries. Exactement. Ok. Bon, quand j'étais au primaire, j'étais un peu plus sage. Collège, c'était le quotidien. On vient le matin, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? C'était ça. Mais avec les filles, c'était autre chose. C'était des discussions très drôles, mais beaucoup plus profondes. Et c'est incroyable parce que je parlais avec elles de tout. Elles me faisaient confiance. Elles me racontaient leur histoire. J'étais le bon conseiller, quoi. Et du coup, je faisais les deux. Je jouais au foot, je faisais des conneries. Et en même temps, je faisais des trucs avec les filles. Voilà, on parlait de tout, mais vraiment de tout. Et ça m'a un peu nourri, enfin même beaucoup. Ça m'a nourri d'avoir les deux et de ne pas être juste dans un carcan, puis découvrir plus tard, l'autre sexe, l'autre genre. Et parce qu'en vrai, quand tu le découvres un peu plus tard, du coup, c'est un peu plus compliqué. Oui, et puis c'est pas le même rapport. Quand on est plus jeune, il y a un rapport plus naturel qui se fait. Exactement. En fait. Mais surtout, ce que je trouve super, c'est que t'as dit d'être schizophrène. Parce qu'il y a un côté, je dois être un mec, ah oui, c'est vrai, je dois faire ça. Je suis avec une nana, ok, je dois être comme ça. Là, c'est quand même génial d'avoir l'occasion d'être soi, en fait. Exactement. Homme-femme, en fait, on peut avoir un rapport, justement, dans l'art, effectivement, je comprends, c'est qu'il y a un côté artistique. On se dit c'est plutôt féminin d'aller explorer l'art sous toutes ses formes, on voit moins d'hommes là-dedans, et puis finalement, il y a des hommes qui sont très sensibles et plus à l'aise dans... Il y a vraiment de tout dans la création. Il y a vraiment de tout, je pense. Il y a beaucoup d'hommes, il y a beaucoup de femmes, pas assez, mais il y en a quand même. Chez les hommes qui pratiquent l'art, il y a aussi de tout. T'as des machos, t'as des gens qui n'ont aucune sensibilité, t'en as ceux qui font semblant d'en avoir. Il y a vraiment de tout. Et du coup, l'expression artistique se manifeste différemment. En vrai, on ne va pas exclure l'art de tout ce qui se passe dans les autres domaines. Les mêmes inégalités qui existent ailleurs existent aussi dans l'art. Il n'y a aucune raison pour qu'il y ait moins, en fait. Ce n'est pas que les gens sensibles, déconstruits qui vont vers l'art. Il y a beaucoup de connards aussi. Et du coup, voilà. Je serais pas actrice déco. Ouais. Non, il y a beaucoup de connards aussi dans l'art. La vérité, on va pas faire semblant. Il y en a même beaucoup. Et il faut commencer à parler de ce genre de sujet et essayer de déconstruire des choses aussi dans l'exercice artistique. Et donc toi, tu utilises aussi le théâtre pour essayer de déconstruire auprès d'associations, d'entreprises. Tu nous parlais de ton travail de ce point de vue-là. En fait, oui, depuis quelques années, j'ai été donc sollicité par différents organismes
pour travailler justement sur cette question de masculinité toxique, d'égalité homme-femme. Enfin, on ne parlera que de l'égalité homme-femme, on va parler que de ces deux genres, parce que parler d'autres genres, Oui. c'est encore plus complexe, c'est encore plus compliqué et beaucoup plus invisibilisé dans notre société, mais on restera dans ce truc un peu binaire, désolé pour les autres, mais bon, j'espère que ouais, c'est l'étape d'après, j'espère que les choses vont évoluer aussi pour que les autres aussi trouvent leur place. Mais voilà, donc j'ai été sollicité par différents organismes. Je commencerai par une expérience que j'adore, que j'aime beaucoup en fait, quand on réitère une fois par an. C'est en partenariat avec l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, et l'ONU Femmes, et, euh, et une association donc locale qui est située à Ait Bougmaz, dans la région d'Azilal, avec notre ami Saïd, qui a un écologe qui s'appelle Toudin, qui est dans la région. C'est un enfant de la région, un guide de montagne extraordinaire qui a une histoire fascinante. C'est l'être humain, c'est un des êtres humains les plus inspirants que j'ai rencontrés dans ma vie. Et ce monsieur, incroyable, qui vient de nulle part, mais qui a fait le tour du monde, parce qu'il est guide de montagne, de formation, puis il s'est retrouvé en France, il a fait sa formation, il a marché partout, en Iran, en Afghanistan. Il a une histoire incroyable. Il est même pas vieux, en plus il est très jeune. Donc, je pense que c'est un quarantenaire. Il a même pas 50 ans. Il est incroyable. Et du coup, il a lancé une initiative. Il a écrit à l'OMS et à l'ONU Femmes en leur disant: je veux organiser une caravane contre la précarité menstruelle. Ce monsieur a identifié ce besoin dans sa région. C'est vraiment, il y a une précarité assez incroyable. Donc, il a identifié ce besoin, il a contacté ces deux organismes qui ont emboîté le pas, qui ont dit: OK, on arrive. Et donc, qui ont fait appel à beaucoup de professionnels, j'en fais partie. Et donc, j'interviens avec un module purement théâtral pour commencer à libérer un petit peu la parole sur ces sujets-là. Pour qu'ensuite les filles, parce que la première année on a travaillé qu'avec des filles, la deuxième on a travaillé avec des filles et des garçons. L'expérience était très différente, mais du coup pour préparer les jeunes à en parler ensuite avec les médecins et les infirmières, les sages-femmes qui ont aussi intervenu dans le cadre de cette caravane. Mais ça prend quelle forme en fait? Qu'est-ce que tu fais? J'aimerais bien visualiser un peu. Alors, je répondrai à ta question, mais juste pour les gens qui nous regardent et qui ne savent pas ce que c'est que la précarité menstruelle. En fait, il faut savoir que les chiffres au Maroc font vraiment peur. Il y a beaucoup de femmes et de jeunes femmes qui n'ont pas accès aux serviettes hygiéniques et à tout le matériel, je vais appeler ça comme ça, le matériel lié à l'hygiène corporelle féminine. Parce que c'est trop cher et parce qu'on n'en trouve pas dans quelques régions. Donc c'est très compliqué. Et le constat qui a été fait dans ces régions-là, c'est qu'il y a beaucoup de filles qui quittent l'école carrément parce qu'elles subissent beaucoup d'harcèlement. Le jour où elles ont par exemple leurs règles, elles subissent beaucoup d'harcèlement par les garçons par exemple, ou d'autres filles. Et du coup ça participe à cette exclusion. Du coup, il y en a qui quittent carrément des jours d'école, et puis l'harcèlement des fois est tellement fort qu'elles quittent carrément l'enseignement, et voilà, à 12 ans, 13 ans, elles se retrouvent je sais pas, soit mariées à quelqu'un, ou soit gardées à la maison en train de faire des corvées qu'elles ne devraient pas faire à leur âge, parce que leur place est sur un banc d'école. Donc ça, c'est la précarité menstruelle. Et tu as dit comment j'interviens. Comment tu crées ce genre? Alors déjà qu'avec les filles au départ, et après comment tu amènes les garçons? C'est-à-dire que tu leur fais jouer des jeux de rôle. Comment ça se met en place et quelle est leur réaction? Parce que c'est quand même assez inédit. En plus sur une thématique comme la précarité qui est assez touchy. Oui. Ouais. En fait, moi mon intervention elle est plus sur la libération de la parole et sur c'est une approche par rapport à l'égalité des genres. Après, techniquement, sur la précarité menstruelle, je laisse après les professionnels en parler.
parce que c'est des médecins, c'est des sages-femmes, et elles ont le langage, et elles ont le bagage et la légitimité surtout pour en parler en détail. Moi, ce que je fais, c'est que j'essaie de créer un climat de confiance dans lequel les garçons et les filles puissent s'exprimer librement, ce qui est très très rare dans leur contexte. On ne les écoute jamais. D'ailleurs, les enfants, en général, personne ne les écoute parce qu'on estime qu'ils n'ont rien à dire et que nous, on a beaucoup de choses à dire à leur place. Et dans leur contexte à eux, à elles, bah, c'est encore plus frappant. Donc, je fais beaucoup d'exercices. Je donnerai un exemple d'exercice. Je fais un exercice qui a le résultat était assez incroyable. En fait, je sépare les filles, les garçons. En vrai, ils ne veulent jamais se mélanger. Du coup, je me suis dit la deuxième année, puisque j'avais déjà l'expérience de d'autres caravanes, je me suis dit, tiens, bah, je vais axer mon travail sur cette chose qui ne marche pas, sur cette séparation. Du coup, je les ai séparés. J'ai fait des petits groupes de filles et de garçons, et je leur demande de passer par groupe, et du coup, individuellement, chaque personne fait un pas en avant et me dit si j'étais un garçon pour les filles, ou si j'étais une fille donc pour les garçons, j'aimerais avoir ça. Et ils continuent la phrase avec un droit qu'ils aimeraient bien avoir s'ils étaient de l'autre sexe. Et c'était plus facile pour les filles, très compliqué pour les garçons. Justement, tu as un exemple, qu'est-ce qui t'a marqué par exemple? Beaucoup. J'ai un exemple, et des exemples assez incroyables. J'ai l'exemple de cette fille qui me dit, bah, si j'étais un garçon, j'aimerais bien choisir avec qui me marier, par exemple. Et garçon, il y a des choses très drôles aussi. Si j'étais une fille, oui, il y en a un qui m'a dit si j'étais une fille, ben, je me marierais et je resterais à la maison. Alors il se réconforte il trouve un moyen de détourner l'exercice. Et c'est ça. Après, je ne fais pas de généralité parce que même dans leur contexte à eux, il y a beaucoup de filles qui se marient avec qui elles veulent, qui font des études, il n'y a pas de généralité et on n'est pas dans le misérabilisme de base. Voilà, pas sur CNews. Il faut dire aussi les choses. Il y a beaucoup de gens il y a beaucoup de success stories, des gens qui font leurs études, qui quittent la vallée pour aller dans des villes un peu plus lointaines pour continuer leurs études, travailler et se marier avec qui ils veulent. Il y a pas que ça. Non, il y a pas que ça. Il y a pas que ça. Donc c'est vrai que c'est très dur pour une grande partie des gens, mais il y a aussi des gens qui arrivent à s'émanciper. Et est-ce que cette caravane elle est bien accueillie? Est-ce qu'il y a des gens où tu sens que tu as réussi à mettre une petite graine dans leur tête ou dans un peu dans leur piste de réflexion? Alors oui, l'accueil est à chaque fois incroyable. Des fois c'est même trop. Des fois c'est même trop parce que bon, t'as toujours les officiels qui veulent toujours faire du surf, du coup voilà, et ça organise des festins et ça organise des choses et tout. On s'en fout, on veut juste aller faire du terrain, mais bon, il faut ce qu'il faut. Et ils le font pas méchamment. Non, mais c'est vécu comme une célébration. Hein. Oui, mais c'est carrément une célébration. La première année, ils ont organisé carrément un petit spectacle de ahwash. C'est une musique traditionnelle berbère. Et on a assisté, on a dansé avec eux. C'était incroyable. Et donc, c'est très très bien accueilli par la région, par les parents. C'est ça qui est incroyable, c'est que les parents ont joué le jeu. Ils ont laissé leurs filles participer à nos ateliers. Ce n'était pas gagné d'avance, mais ils ont joué le jeu parce qu'il y a des choses qui bougent quand même. Il y a des choses qui bougent. Et maintenant, est-ce qu'on a réussi à planter une petite graine dans leur tête? Je pense que oui, parce que un an après, je recevais encore plein de messages, exclusivement des filles d'ailleurs, dans ce lycée dans lequel on est intervenu, qui m'écrivaient, qui m'envoyaient leurs textes. Et elles écrivaient des poèmes, des textes.
Et elle rêve encore. En fait. La première année, j'avais travaillé sur le rêve. Je voulais voir si les gens dans cette vallée s'autorisaient encore ce droit de rêver. Et c'était le premier atelier que j'avais initié là-bas pour pouvoir libérer la parole un petit peu. Parce qu'il faut savoir que la majorité des gens, des enfants que j'ai vus là-bas, 99%, ils ne savaient pas ce que ça voulait dire le théâtre. Ok. Comme expression, en fait, ils savaient pas. Ils savaient pas que quelque part il y avait une scène, il y avait du public qui ont créé des spectacles. Ils savaient pas ce concept. C'était vraiment nouveau pour une grande majorité. Et ça m'a vraiment cueilli. Parce que moi, je pensais qu'on le savait, même sans le voir. On savait ce que c'était, même sans le voir. J'ai rencontré c'est la première fois que je me retrouvais dans un contexte où la majorité des gens, en fait, ne savaient pas ce que, ils connaissent les séries, les films. Ouais. Théâtre, non. Pourtant, quand on danse sur scène, c'est quelque part une représentation ou Mais pas associé à ça. ils n'ont pas le concept. Ok, Donc j'ai dû expliquer pour une grande partie. d'accord. Parce que t'es même allé plus loin. Bah, après, on n'a pas beaucoup parlé de ton livre, mais t'as quand même écrit un livre, le journal d'un fou, où t'essayes justement de... Bah, moi, je l'ai vu au théâtre, parce que je l'ai pas lu, mais je l'ai vu au théâtre. Mais il y a quand même une interrogation qui est assez puissante. Donc, il y a une volonté de réveiller les consciences, mais d'aller même au-delà. Moi, je trouve. Bah, en fait, dans ce livre, moi j'ai puisé un petit peu dans ce qui m'habitait, dans mes tourments, dans mes craintes, dans mes questionnements par rapport à la société, dans la violence qui m'entoure aussi, parce que je pense que un jour un ami m'a dit que je pense que la violence est un peu ton sujet, ton grand sujet, ton sujet de prédilection. Et c'est vrai que je suis très sensible aux violences qui m'entourent, que je vois chaque jour. Il y a tout type de violence, et en plus quand je travaille dans ce milieu associatif, parce qu'il y a les migrants aussi avec lesquels j'ai beaucoup travaillé, avec qui je continuerai à travailler encore, j'ai vu beaucoup de violence. Et dans ce livre, je questionne un peu la société, je questionne ces violences et les gens qui les pratiquent. Chaque chapitre parlait d'une violence différente. La violence dans l'espace public, la violence dans les débats, dans les discussions, la violence dans les relations amoureuses, amicales, la violence du regard de l'autre quand on est différent. La différence, en fait. Ce personnage du fou est quelqu'un qu'on invisibilise. Il se réveille un matin et personne ne le voit. Il est invisible. Lui, il se voit. Et les autres ne le voient pas. Il invisibilise. Et il mène une quête. Il erre dans les rues de Rabat en se cherchant, en se posant des questions sur ce qui se passe dans la société et en posant des questions à Rumi. Jalaluddin Rumi, c'est un poète mystique persan avec qui il entretient une discussion à travers le temps, parce que le fou vit maintenant et il entretient un échange épistolaire avec Maulana à travers le temps. Donc moi, toutes ces violences que j'ai transformées en fiction, c'est des violences que j'ai vécues ou que j'ai vues dans la société. Et la folie de ce personnage, ce que les autres identifient comme folie, n'est autre qu'une métaphore de la différence. Parce que dans l'histoire de l'humanité, on a toujours mis des gens dans des cases pour les enfermer, les diluer pour mieux les digérer. Et quand on ne sait pas qui ils sont, on n'est pas prêt à faire l'effort de les connaître, de les identifier, du coup on les marginalise, ou on les tue. Comme ce qu'on a fait en Europe, les gens ont fait avec les sorcières. Ils les ont brûlées pendant des siècles, tout simplement parce qu'ils n'étaient pas prêts à entendre ce qu'elles étaient. Et avec elles, du coup, tout un savoir ancestral a disparu. Petite parenthèse, c'est pour ça que la médecine ancestrale est beaucoup plus développée en Afrique, en Asie, en Amérique latine, et pas en Europe. Toute cette médecine ancestrale. Après, les sorcières, je peux comprendre, c'était surtout pour que les femmes un peu seules. Oui, le concept s'est développé, il s'est étendu après. Ouais, il y a un excellent livre sorti, qui s'appelle justement Sorcières, là, que j'ai lu dernièrement, qui explique qu'effectivement, c'est au début très axé sur les femmes âgées, veuves, en fait, qui font peur, qui sont seules, voilà, et qui, en fait, il y a aussi un agisme à travers ça.
c'est ne pas accepter la vieillesse des femmes. Et après, ça s'est tendu sur plein de mouvements. Mais effectivement, il y a la médecine, celle qui donnait un petit peu des petites potions magiques, celle qui aussi donne de l'argent. Enfin, en fait, il y a un côté très mystique qui s'est vachement élargi. Et en fait, il y a des génocides assez importants sur les femmes à une certaine époque. Exactement. Et puis le concept s'est étendu. Après, c'est devenu les femmes qui étaient plus engagées dans la société, qui faisaient plus de choses, ou qui faisaient des choses que les mecs faisaient à l'époque, Oui. ou si elles étaient un peu rebelles, ou si elles avaient des positions politiques, à ce moment-là, tout passait, on brûlait tout le monde, quoi. Comme ça, on se débarrasse des problèmes. Exactement. Ouais. Et du coup, tu trouves que c'est quoi le moyen artistique le plus facile pour transmettre des messages, pour un peu sensibiliser? Plutôt le livre ou plutôt le théâtre? Ah ouais, non, c'est Ou le cinéma. Oui, le cinéma. aussi, au cinéma, t'as parlé ça, mais ouais. Ben en fait, moi je pense que c'est des publics différents qui des fois peuvent se retrouver, donc des gens qui lisent, qui vont au théâtre et tout, mais on touche les gens différemment. L'exercice de l'écriture est un exercice très intime. D'abord quand on l'écrit, mais même quand le livre sort et que les gens le récupèrent, ils le lisent seuls. On est dans notre bulle, dans notre moment de réflexion, d'introspection. Au théâtre, c'est un moment qu'on partage ensemble. C'est pour ça, par exemple, que cette pièce, il y a 2 jours, qui parle des femmes et de ces violences qu'elles subissent, était forte. Parce que on ne voit que rarement des femmes sur scène avec d'autres personnes partager ces récits à haute voix. Oui, c'est vrai. Ça avait une espèce de résonance. Et il y en avait qui étaient choqués. D'ailleurs, je vous raconterai une petite anecdote. C'est notre petite fierté dans le collectif. Quand j'ai touché le micro, il fallait pas. Donc, on est très content de ce moment parce que ça nous fait rire. Alors, figurez-vous, vous l'avez pas vu parce que vous étiez en train de voir le spectacle. Il y a un monsieur qui a quitté la salle et qui n'a pas fini le spectacle et qui est sorti et qui est repassé à la caisse en demandant d'être remboursé parce que, accrochez-vous, c'est un spectacle pour femmes. Ah, ok, Voilà. d'accord. On en est là. On en est là. Okay. Et du coup, il est parti. Et pour ça. donc le mode de création. Il a peut-être pas aimé quand on a dit on saigne. Oui. Ah ben oui, c'est ça, enseigne. Et puis quand on distribuait des serviettes hygiéniques ou quand on a parlé du clitoris ou des règles ou de voilà, on a juste utilisé les mots. Exactement. Mais non, mais c'est des sujets hyper tabous qui gênent en fait, des choses naturelles. Bah oui, encore. Bah oui. Bah, c'est surtout que ce qui est intéressant, c'est que l'homme s'en sent exclu. Ouais. Ça, c'est puissant, bah oui. je trouve. Surtout les hommes qui n'ont jamais trouvé le clitoris. Et il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, donc voilà. Non, mais par contre, c'est vrai que c'est quand même marrant de se dire, je me retire de ça parce que ça ne me concerne pas. C'est plus de la moitié de l'humanité, mais ça ne me concerne pas. C'est ça, en fait. Et c'est sa mère, sa fille, s'il en a, c'est ça. Mais il faut pas être un dauphin pour s'intéresser à la cause animale. Ça n'a aucun sens, ce truc. Ça n'a aucun sens. Tu me parlais de dauphin. Ça n'a aucun sens. Je ne suis pas une femme, je m'intéresse pas aux femmes, je ne suis, ça te concerne parce que, d'ailleurs, une très bonne amie, excellente, Leïla Al-Haoui, qui a présenté le spectacle au départ. Leïla, c'était la représentante de l'ONU Femmes au Maroc. Et elle vient de prendre sa retraite il y a quelques mois. Et je me rappelle, sur On est mal, avant, on faisait des débats après nos spectacles. On organisait ce qu'on appelle des bords de scène. Et les comédiens s'assoient en bord de scène et on ouvrait un débat. Et sur des sujets très pointus, comme la masculinité toxique, on invitait des professionnels. Et une fois, on avait invité Leïla, qui est pour moi la professionnelle de la masculinité toxique et de la question du genre au Maroc. Et il y avait un monsieur qu'on connaît qui est très sympathique et tout, qui était vraiment très intéressé par la question et qui posait des questions et tu sentais qu'il était touché par ça. Pour qu'après il nous dise ouais, j'ai une fille. On parlait de cette question d'héritage. Et Leïla qui a répondu, elle dit, mais vous savez monsieur, j'ai l'habitude. Les hommes ne commencent à s'intéresser à cette question d'héritage que quand ils ont des filles. C'est très intéressant. Mais après, moi, j'ai 2 garçons, et en fait, je me sens beaucoup plus responsable et impliquée dans la cause féminine depuis que j'ai des garçons, parce que j'ai cette responsabilité de bien élever mes garçons. Et avant, je me posais pas trop de questions. Et maintenant, je me dis, waouh, comment je vais faire? Ah bah oui, parce que tu risques de créer des monstres.
Bah, Moi, j'en vois, exactement. je donne Et beaucoup ben, d'ateliers ouais. avec des enfants. C'est des monstres. Ouais. Et il y en a qui sont vraiment catastrophiques. Tu vois que ces garçons-là vont faire souffrir beaucoup de gens Ouais. autour d'eux, en fait. Oui, mais c'est vrai que d'être une mère, c'est pas évident non plus dans l'autre sens, parce que moi j'ai une fille et un garçon. Moi j'ai toujours été extrêmement féministe. Une fille nickel, féministe comme moi, parfait. Un garçon très compliqué, parce que du coup, Attends, ton garçon, il est encore petit. oui, mais même c'est le fait de devoir, je vais pas dire que, comment dire, je dirais presque qu'on est avec l'ennemi, mais pas vraiment. Mais non, mais il y a un côté, oh là, il va falloir communiquer en fait, il va falloir échanger, il va falloir lui expliquer des choses que peut-être aujourd'hui il ne comprend pas, surtout il est très masculin, donc du coup lui dire oui, ok, t'as le droit d'être un homme aussi. Moi, j'ai presque cet extrême-là où je dis mais en fait il a aussi le droit d'être un homme, mais il doit respecter aussi les femmes. Et du coup, de trouver le bon juste milieu, c'est pas évident. Moi, je vois ça comme un champ, en fait. Il faut juste planter les graines. Toi, t'as pas d'enfant. Non, mais j'en étais un, en fait. Parce que je pense que le problème de la majorité des adultes, c'est qu'ils ont souvent oublié qu'ils étaient des enfants. Et ben moi, je ne l'ai pas oublié. Moi, je n'ai jamais oublié ça, en fait. Et d'ailleurs, je ne sais même pas si je suis devenu un adulte. Moi, mon enfant, il est encore là, très présent. Et je parlais tout à l'heure de ma mère et de cette graine qu'elle a semée en moi. Et ben, elle est restée là, elle a germé, elle a grandi. Et j'ai traversé des moments où j'étais catastrophique aussi. J'ai traversé des moments de médiocrité où je n'étais pas très cool avec les filles. Et j'ai tenu des propos machos, homophobes, plein. J'en ai tenu plein aussi, des blagues, mais à un moment c'est revenu. À un moment c'est revenu. Quand j'ai rencontré des opportunités de déconstruction, et ben je les ai embrassées parce que il y a des choses qui étaient déjà là, mais dans mon inconscient. Parce qu'il y a quelqu'un qui a semé ces graines-là. Je pense que c'est une question voilà, de préparer le terrain et laisser aussi faire confiance aussi à cet enfant. Parce que souvent l'erreur c'est d'essayer de tout faire maintenant. Parce que ouais, mais lui il comprend pas, il a 4-5 ans. Si tu veux qu'il fasse, il va pas être déconstruit tout de suite. Il y en a qui le sentent. Oui. Déjà, il faut qu'ils se construisent. Exactement. C'est question de construction. S'il n'y a pas de construction, il n'y a pas de déconstruction. Non, mais tu vois, très rapidement, il y a quand même des débats à avoir. C'est que on est plus, enfin en tout cas au Maroc, mais même je pense que c'est peut-être une généralité, c'est qu'on est plus souple avec un garçon qu'avec une fille. Et on le voit en fait. Alors moi, j'ai beaucoup lu sur le coût de la virilité, par exemple. Enfin, il y a énormément d'ouvrages qui expliquent que entre 95% et 98% à peu près de grands délits, que ce soit les viols évidemment, mais aussi les vols, les cambriolages, en fait, la plupart des délits sont comment dire commis par des hommes. Et du coup, on incrimine dedans les mères qui éduquent évidemment les garçons sur la faute des temps à un moment donné. Mais non, mais en fait, on se rend compte aussi qu'à l'école, il y a plus de permission donnée aux garçons plutôt qu'à une fille. C'est-à-dire qu'on dit bon, il est plus turbulent, mais bon, c'est un garçon, c'est normal. Il a besoin de se défouler. Il s'énerve plus facilement, il tape, il casse des choses, c'est normal, c'est un garçon, il a besoin de sortir. Donc, c'est vrai qu'on est déjà dans des genres très tôt. On accepte plus facilement la colère d'un garçon, beaucoup moins celui d'une fille. Une petite fille du même âge qui arrive et qui casse tout, on va dire elle est hystérique, c'est une furie, elle sait pas gérer son émotion, elle a un problème. C'est ça. Donc c'est pour ça que très tôt, je trouve, enfin moi en tout cas, j'ai eu les deux, et je sais que ma fille a crié dehors pour extérioriser mon énervement, mais mon garçon il a tendance à tout casser, et en fait on a dû me le dire, moi qui suis quand même très féministe, on me l'a dit, mais pourquoi tu laisses autant ton garçon exprimer sa colère et ta fille par contre elle devait être dehors par exemple. Je me suis dit mais oui en fait. Et pourtant voilà, je pense que du recul sur soi déjà c'est pas évident, mais aussi dans son éducation il y a des choses qui sont presque comment dire imperceptibles qu'on a gardées dans nos têtes en fait. Parce que l'éducation, enfin les responsables de l'éducation des enfants ne sont pas juste les parents. Il y a la société, il y a l'école. Ils passent beaucoup plus de temps à l'école qu'avec les parents. Et que ce soit à l'école ou dans la société ou dans les familles, il y a quelque chose de très fondamental qui influence beaucoup l'éducation. C'est le patriarcat. Et ben le patriarcat est présent partout. Et le patriarcat comporte des schémas
très masculiniste, voilà, qui nourrit cette violence. Parce que dès que tu mets des mecs ensemble, eh ben ça parle foot ou ça parle guerre ou ça fait la guerre. Il y a des schémas assez qui ont été nourris pendant des siècles et des siècles. Donc le patriarcat renouvelle encore la violence. Donc c'est normal que ça va influencer l'éducation des enfants parce que ça a aussi influencé l'éducation des parents et pas que des mères parce qu'on dit oui les mères parce que c'est toujours la faute des femmes bien évidemment donc les mères c'est elles qui éduquent les enfants mais non en fait c'est le papa et la maman et c'est la structure familiale qui est une structure purement qui à mon sens est toxique parce qu'elle est complètement patriarcale. Donc les choses se diluent, ce poison se dilue et se transmet de génération en génération. C'est pour ça qu'il faut commencer à mettre des mots sur ces concepts-là pour mieux les comprendre intellectuellement et ainsi développer des techniques et des moyens de les arrêter. Et le travail que je fais par exemple à travers le théâtre vise à justement créer des cassures entre des années et des années et des années de toxicité et ce qu'on aimerait bien construire par la suite dans le futur. Mais le constat est un peu triste, la vérité, parce que je vois tout le temps, parce que je suis plein de formations, j'en ai fait beaucoup ces derniers mois, et franchement, je vois qu'on a encore beaucoup de chemin à faire. Ça fait plein de travail comme ça. Mais oui, j'ai plein de travail, mais je pense qu'il faut qu'on s'y mette à plusieurs, en fait. Parce que, par exemple, j'ai beaucoup travaillé avec des professeurs. En fait, j'interviens dans des différents cadres. Je travaille avec des professeurs, soit qui travaillent dans des associations, qui travaillent sur l'alphabétisation, soit des femmes, soit des enfants qui ont quitté l'école très tôt. Et je travaille aussi des fois à la faculté où j'interviens avec un module de théâtral pour faciliter l'enseignement un peu plus ludique. Donc je fais ça. Et à travers mon contenu, je commence à inclure un petit peu la question du genre. Et parce que pour moi, il y a une des choses que tu as citées, c'est cette différence que les profs font entre les garçons et les filles. Et ça ne fait que nourrir les inégalités. Et dans les deux sens d'ailleurs. Et le résultat est à chaque fois incroyable. Incroyable. Pourquoi? Eh ben parce que tu vois que la majorité des profs qui seront en contact avec des élèves ou qui sont même déjà en contact avec les élèves parce qu'ils sont déjà stagiaires ou peu importe, ils ont encore des réflexions vraiment catastrophiques. Vraiment catastrophiques. Et ce qui fait peur, et en même temps c'est un peu le cycle naturel de la vie, c'est que la connerie se transmet. Et j'ai travaillé aussi dernièrement avec des jeunes. La tranche d'âge est entre 21 ans et 23-24 ans. C'est des futurs profs qui auront des élèves dans quelques mois, peut-être à la rentrée, en septembre. Et c'est incroyable. J'ai eu des réflexions du genre, un mec ça ne pleure pas. Un mec ne doit pas pleurer, même s'il perd un proche. Un mec il ne doit pas pleurer parce que ça l'affaiblit. Et qu'il y a des gens, je sais pas qui sont ces gens, qui essayent de rendre les hommes un peu plus fragiles, alors que l'homme, c'est lui qui a tout fait. Je réponds à ça en disant, les femmes aussi ont fait beaucoup de choses pour l'humanité. Ouais, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont rien fait. Ça, c'est un personnage réel. Et j'ai entendu, c'est un futur prof. Il est déjà stagiaire, il a déjà eu quelques classes, et à partir de septembre, il est prof. Il a 21 ans. Ok. Bon, après, peut-être que sa réflexion va évoluer, j'espère, avec le temps. Je l'espère, mais pour moi, c'est un individu dangereux. Et ce mec, par exemple, ne devrait pas avoir une classe. Mais on revient toujours à cette question, le système. Qu'est-ce que le système te produit comme prof? Si dans ton système tu n'abordes pas ces questions-là, tu continueras à former des choses comme ce mec. Voilà, des machines à détruire des générations. Non, mais c'est vrai. En même temps, c'est une belle question, c'est de se dire comment est-ce qu'on peut intégrer tous ces sujets-là, ce soit tellement intégré que ça soit normal en fait.
soit dans l'éducation. Enfin, nous, je sais que en France, on a plus souvent des habitudes, enfin des mots réflexes en fait. On va nous dire, bah voilà, homme, femme, l'égalité. Bon, on pourrait dire liberté, égalité, fraternité. Mais en fait, je veux dire, ça pousse plus facilement. Moi, je fais un parallèle, mais parce que je pensais à manger, bouger, faire, etc. En fait, il y a des phrases comme ça récurrentes qui font presque du matraquage, qui finissent par rentrer dans la tête, qu'on veuille ou non. Alors après, est-ce que les concepts derrière sont compris? Pas forcément. Mais c'est de se dire comment est-ce que là, à ces niveaux d'enseignement, c'est-à-dire des gens qui vont inspirer d'autres gens, bah, ne mettent pas leur filtre dessus, en fait. Alors, ou alors qu'ils le poussent vers des valeurs un peu plus grandes, un peu plus ouvertes, quoi. Bon, je pense que tout est une question encore de système. C'est pas les individus qu'il faut changer, il va falloir changer un système si on veut évoluer sur ces questions. Les programmes éducatifs. Par exemple, les programmes éducatifs, l'art par exemple, l'art dans les écoles. Pour moi, l'art, c'est l'impact de l'art et du sport sur les enfants. Mais c'est incroyable. C'est une liberté d'expression. Par exemple, dernièrement, j'ai formé des profs qui travaillent avec des élèves qui sont en sport-études. Et à travers eux, j'ai découvert que le rapport au corps, et ce rapport au corps est quelque chose de fondamental pour résoudre un peu ces problématiques liées aux gens. Le rapport au corps est très différent chez ces élèves-là, qui sont encore collégiens, lycéens. Et pareil, dans notre rapport au corps est très différent. Moi, je ne sexualise pas le corps d'une femme, parce que pour moi, c'est une comédienne, c'est un corps normal avec lequel je vais échanger, je vais créer quelque chose. Les sportifs, pareil, même s'il y a aussi beaucoup de machisme dans le sport encore et dans l'art encore, mais c'est deux leviers qui peuvent nous aider à évoluer, à faire évoluer les mentalités. Mais il faut que ça soit quelque chose de structurel. Il faut que le système les inclue vraiment dans l'éducation, dans beaucoup de choses. C'est pas juste les individus. Moi, je travaille avec les individus dans différents cadres, mais j'ai l'impression que ça finit vite par disparaître et ils passent à autre chose et ils font comme ils veulent ou comme ils peuvent des fois parce que ils n'ont pas aussi les moyens. Les profs, il faut le dire. Il y a beaucoup de profs qui n'ont pas les moyens de faire évoluer les choses parce qu'ils sont sous-payés, parce que leur classe est en sureffectif et c'est très compliqué pour aussi dans leur quotidien. Ils se sentent seuls aussi peut-être. Ils se sentent seuls et abandonnés. C'est ça qui est compliqué aussi. On va pas leur jeter la pierre complètement. Il n'y a pas une pression des parents? Enfin, je me suis dit en tant que professeur, je pense que si on commence à amener ce genre de sujet, on risque d'être confronté peut-être à des avis contraires. C'est les parents qui payent les profs ou typiquement le professeur de théâtre. Si on commence à donner des idées aux enfants qui ne plaisent pas aux parents, il y a une certaine pression qui doit apparaître. Alors, moi, dans mes ateliers, par exemple, je n'ai pas ce problème, je ne l'ai jamais eu. Parce que très sincèrement, j'accueille les enfants, tous, comme ils le sont, voilà. Et mais par contre, je filtre les parents. Moi, je ne subirai pas une pression des parents, en fait. Vraiment, clairement. Parce que pendant des années, j'ai donné des cours dans plein d'écoles françaises, par exemple, à Rabat, à Kazakh, à Kenitra. J'ai vu plein d'histoires avec d'autres profs. J'ai beaucoup d'amis profs, du coup, donc j'ai vu plein d'histoires qui se sont passées. Dans les écoles françaises, on trouve beaucoup ça, par exemple. Au Maroc, très peu de parents qui s'intéressent encore à ce que leurs enfants font à l'école. Il y a très peu. Parce que je suis un pur produit de l'école marocaine. Moi, je n'ai jamais été dans une école française. J'ai fait école marocaine du début jusqu'à la fin. Et donc, je connais ce contexte. Je n'en parle pas juste de loin. Je le connais. Donc, je choisis. Moi, un parent, il ne peut pas s'immiscer dans mon planning, dans mon programme, dans ce que j'enseigne. Ça, c'est hors de question. Maintenant, dans les écoles, cette pression existe beaucoup parce que contrairement à la France, par exemple, c'est pas pour comparer les deux pays, mais pour comparer le modèle de l'école française en France et au Maroc. En France, l'école française, l'école publique, c'est vraiment une école publique pour tout le monde. Riche, pas riche, tout le monde est à l'école de la République. Maintenant, quand tu
prends ce même modèle de l'école française et que tu le ramènes au Maroc, il n'y a qu'une certaine élite qui peut y accéder parce que ça coûte très cher. Voilà. Donc, il y a cette élite qui accède. Et souvent, tu as des parents qui veulent avoir leur mot à dire parce qu'ils payent. Et ils payent pour eux une prestation. Donc, ils ont vraiment leur mot à dire. Et les directions, et surtout les profs, en souffrent beaucoup. Ouais. J'en connais beaucoup, c'est des amis très proches, ils souffrent énormément. Il y a eu beaucoup de problèmes par rapport à des choses qui étaient dans le programme, par exemple, par rapport à des œuvres qu'ils ont étudiées, des écrivains, et ils interviennent, ils disent non, mon fils ou ma fille ne peut pas étudier ça, c'est interdit, ça ne devait pas être comme ça. Mais le prof, ce qu'il veut faire, on lui donne un programme, il l'applique. C'est pas lui qui a écrit les manuels scolaires, c'est pas lui qui a dessiné les choses, c'est pas lui qui a choisi les œuvres, ni les écrivains, il l'applique. Donc il y a beaucoup de pression. Et gare à toi si tu parles de genre ou de sexualité et tout. Ah oui. Il y en a qui le font quand même et ils comptent sur la discrétion de leurs élèves quand il y a un rapport de confiance. Mais il y a eu des profs qui ont été virés. Hein. Ah ouais. Il y a des profs qui ont perdu leur boulot, qui ont dû prendre leur clic et leur plaque et rentrer en France. Parce que c'est très compliqué d'aborder ce genre de thématiques, ce genre de débat. Justement, toi, tu te sens pas menacé parce que tu abordes toutes ces problématiques en tant qu'artiste? Pas du tout. Pas du tout. La pression, c'est pas les parents, mais c'est ton public. Non, mais Ou même les salles qui vont te programmer ou pas. Non, pour l'instant, je ne sens aucune pression, la vérité. Bon, la pression des parents, je sais que je ne la subirai jamais. Il y a eu des fois, il y a longtemps, quand je sortais des ateliers, il y avait plein de parents qui m'attendaient. Des bras croisés. Des bras croisés, non, qui voulaient, ils étaient, voilà, c'est des parents qui veulent à chaque fois te demander, bon alors, il était comment, Jean Mamoun, aujourd'hui, ben non, en fait, non. Non, je m'en fous, on me pose pas la question. Okay. C'est ce que je fais en classe. Non, mais c'est un moment d'intimité que je crée avec mes élèves, dans lequel ils se donnent le droit de tout me raconter. Parce que tu imagines si cet enfant subit une violence dans son foyer et qu'il me la raconte et que juste après il découvre que je dis tout à ses parents. Ah bah, c'est ça en fait. Je ne peux pas le trahir comme ça. Donc non, si tu veux savoir ce que Jean Mamoun a fait ou Abdel Jean-Jacques, bah tu lui demandes à la maison quoi. Ne me pose pas la question, je ne te parlerai pas. Je te dirai ouais c'était bien. Il y a un côté presque psychologue. C'est tout. Dans ce que tu fais là. Bah, je n'ai pas cette prétention, mais en tout cas, j'essaie un peu pas le théâtre, l'atelier théâtre, c'est un prétexte, la vérité. C'est vraiment un prétexte parce que le plus important, quand on est enfant, c'est qu'on a envie de s'exprimer. Le théâtre, c'est un bon moyen pour s'exprimer. Et vu qu'on leur donne jamais l'occasion de dire tout ce qu'ils veulent et se sentir écoutés par un adulte, ben, moi, je leur donne cette possibilité. C'est tout. C'est quoi ta plus grande fierté? Ma plus grande fierté, je sais pas si j'en ai, parce que j'estime qu'il y a encore tellement de choses à faire. Enfin, oh, bah, c'est pas fini, hein. Oui, jusqu'à maintenant. C'est pas fini, mais il y a des choses qui, c'est pas que je suis fier de ça, mais il y a des choses qui me déplacent. Ça me déplace en fait, ça me permet de voir les choses autrement et revoir la vie différemment. Par exemple, quand je travaille avec des migrants qui sont dans des situations assez compliquées et qui subissent énormément de violence, qui n'ont connu que la violence. J'ai eu des gamins, des mineurs non accompagnés, qui ont marché du Cameroun ou de la Guinée jusqu'à Rabat, en frôlant la mort chaque seconde, et qui sont là et qui n'ont que 16 ans. Ils ont 16 ans, ils ont déjà vécu ça, ils ont fui la guerre, ils ont laissé derrière eux des familles, ils savent même pas s'ils sont vivants ou pas, et ils sont là, et toi tu débarques comme ça, tu vas leur apprendre le théâtre, mais qu'est-ce que tu as à leur apprendre en fait? Et là tu commences à tout remettre en question, mais vraiment tout, à partir du fait d'avoir un téléphone. Moi, j'aimais dérouler sur mon ordinateur. À un moment, j'arrive et mon sac, je suis sur mon ordinateur. Je les regarde et je me dis, bordel, ces gens, ils n'ont pas d'ordinateur, moi j'en ai.
Ils n'ont pas de téléphone comme celui que j'ai. Et moi, je l'ai. En fait, c'est des choses très banales. Moi, en fait, j'ai beaucoup de choses que eux n'ont pas. Et tu commences à culpabiliser. C'est un peu compliqué. Mais j'estime que j'ai beaucoup de chance, en fait, de vivre ce genre d'expérience parce que bah oui, ça me déplace, en fait. Et c'est ce travail avec eux ou ce travail qu'on fait avec Racif sur nos créations, je pense que ça résonne de plus en plus à Rabat ou ailleurs. Ça commence à résonner parce qu'on ramène quelque chose qu'on n'a pas dans le théâtre, avec beaucoup d'humilité, mais dans toute sa fragilité aussi. On n'a pas les moyens de faire de grosses mises en scène avec des moyens incroyables et tout. C'est vraiment artisanal et ça part de rien pour créer quelque chose. Alors on peut toujours faire évoluer ce qu'on fait, hein, mais on le fait avec beaucoup de sincérité et du coup on réussit à créer un petit impact quand même. Travailler avec avec les jeunes filles avec l'image aussi dans cette magnifique vallée que je conseille tout le monde d'aller visiter, une beauté incroyable. Ce travail aussi me rend fier. Je suis très content de faire ça. Voilà. Et du coup, là, tu travailles sur ton deuxième livre. Oui, je suis en train d'écrire donc le deuxième livre. J'ai une résidence à Villers-Cotterêts en France, dans la cité de la francophonie, où je vais passer 5 semaines à écrire mon nouveau récit. Non, mais du coup, peut-être juste, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Ce que vous pouvez me souhaiter, beaucoup de courage, parce que ce qu'on essaie de faire n'est pas facile, que ce soit dans la création ou dans l'engagement. C'est très difficile de faire les choses différemment, d'essayer de faire les choses sans aucune étiquette, de la manière la plus spontanée, sans avoir ni agenda derrière, ni personne qui te subventionne pour faire passer des messages à travers toi, juste faire les choses de manière indépendante et qui voilà, est autonome. Voilà, c'est ce que vous pouvez me souhaiter, parce que ce n'est pas évident en fait. Ça commence, en fait, la galère commence dès le jour où tu commences à chercher des salles de répétition. Et ça se termine le soir où tu présentes le spectacle. Tout ce processus est compliqué, complexe, douloureux, mais on le fait quand même avec plaisir. Parce qu'on est sadomaso. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. Je trouve que tu étais une belle personne pour commenter ce média, Merci beaucoup. ce podcast. Et en fait, vraiment, notre objectif, c'est de montrer que on est tous acteurs de notre vie, de notre liberté, de celle des autres, et qu'en fait, toutes nos actions ont beaucoup d'importance. Et c'est comme une belle vie papillon. Donc, on connaît, quoi. Ouais. Eh bien, merci beaucoup, parce que ça me fait plaisir aussi d'être votre invité pour la première peut-être de ce podcast. Et j'aime beaucoup en fait votre initiative, parce qu'encore une fois, elle va être très importante pour créer du lien entre des artistes et entre d'autres personnes qui sont là pour aider les artistes justement à améliorer leur pratique. Donc merci beaucoup pour la sincérité avec laquelle vous faites votre métier, et pour la sincérité avec laquelle vous agissez. Bah, on est comme toi, on s'accroche. Accrochez-vous. Ça bouge. Okay. Ça va le faire, on reste optimiste. En tout cas, on est là. Oui, exactement. Merci. Merci beaucoup.